Bonjour et merci d'être présent à cette rencontre avec Naomi Novik, que je suis ravi d'accueillir au nom de la ville d'Épinal et des Imaginales. Vous savez maintenant, parce que certains d'entre vous sont déjà des habitués du festival, que nous aimons bien, en plus des conférences débats, des tables rondes, des cafés littéraires thématiques, comme nous en avions tout à l'heure sur les pirates, ou d'autres sujets, nous aimons bien avoir des rencontres individuelles avec quelques-uns des auteurs auxquels nous tenons énormément et qu'une actualité nous amène à vouloir vous faire connaître un peu plus. Et en particulier, bien évidemment, nous accueillons systématiquement nos auteurs étrangers, nos invités étrangers, dans le cadre d'un café littéraire qui leur est entièrement consacré. Donc, nous allons passer près de 50 minutes avec Naomi Novik pour faire découvrir à ceux et celles qui ne la connaîtraient pas encore sa série Téméraire, la première traduite en France, et une série qui, pour moi, a le grand mérite de lier l'intelligence des situations, des personnages extrêmement construits, un humour réel et permanent, le roman historique et la période napoléonienne. On verra avec Naomi Novik pourquoi elle a l'air de la connaître aussi bien et pourquoi ça la passionne, et puis aussi, évidemment, la fantaisie qui fait éruption avec des dragons un peu particuliers comme nous le verrons. Le mieux pour découvrir un écrivain, c'est de le lire. Et là, en l'occurrence, grâce à Nicolas Barré, c'est d'écouter. Le pont du vaisseau français ruisselant de sang montait et descendait sur la mer agitée. Chaque coup pouvait aussi bien faire tomber celui qui l'assénait que celui qui le recevait. Dans le feu de l'action, Laurence n'eut guère le temps de s'étonner de la résistance qu'il rencontrait. Mais, même à travers la brume de la fièvre guerrière, dans la confusion des épées et la fumée des pistolets, il put remarquer l'angoisse extrême sur le visage du capitaine français, alors que ce dernier criait des encouragements à ses hommes. Cette angoisse était toujours présente peu de temps après, lorsqu'ils se rencontrèrent sur le pont et que l'homme lui remit son épée, bien à contre-cœur. Au dernier moment, sa main se referma à demi sur la lame, comme s'il avait l'intention de la reprendre. Laurence leva les yeux pour s'assurer que les couleurs avaient bien été amenées, puis accepta l'épée sans un mot, avec une simple courbette. Lui-même ne parlant pas le français, un échange plus protocolaire devrait attendre la présence de son troisième lieutenant, présentement occupé à sécuriser les cabines en entrepôt. Avec la cessation des hostilités, les Français survivants se laissaient pratiquement tomber sur place. Laurence nota qu'ils étaient moins nombreux qu'on aurait pu s'y attendre pour une frégate de 36 pièces et qu'ils semblaient malades, les joues creuses. Bon nombre d'entre eux gisaient, morts ou agonisants sur le pont. Secouant la tête devant un tel désastre, Laurence toisa le capitaine français d'un air désapprobateur. L'homme n'aurait jamais dû accepter le combat. Non seulement l'amitié était surclassée en canon et en hommes, mais son équipage était manifestement diminué par la maladie ou la faim. Par-dessus le marché, ses voiles se trouvaient tout emmêlées, non pas du fait de la bataille, mais à cause de la tempête qu'elle avait essuyée le matin même. Elle avait à peine réussi à tirer une bordée avant que le reliant ne se range contre elle pour l'abordage. À l'évidence, son capitaine était profondément affecté par la défaite, mais ce n'était plus un jeune homme pour se laisser emporter par sa fougue. Il aurait dû songer davantage à son équipage, au lieu de l'entraîner dans une action aussi désespérée. « Monsieur Riley, dit Laurence, en attirant l'attention de son deuxième lieutenant, chargez vos hommes de descendre les blessés dans l'entrepôt. » Il accrocha l'épée du capitaine à sa ceinture. Il ne pensait pas que l'autre méritât qu'on lui rendît, même s'il l'aurait fait d'ordinaire. « Et faites passer pour Monsieur Weiss. »« À vos ordres, monsieur, dit Riley, en se détournant pour donner ses instructions. Laurence avança jusqu'à la rambarde pour examiner la coque et voir les dégâts qu'elle avait subis. Elle paraissait raisonnablement intacte. Il avait ordonné à ses hommes d'éviter les tirs sous la ligne de flottaison. Il en conclut avec plaisir qu'il ne devrait pas avoir de difficulté à ramener le vaisseau à bon port. Quelques mèches s'échappèrent de son catogan quand il releva la tête et lui tombèrent dans les yeux. Il les repoussa d'un geste agacé, laissant les traces de sang sur son front et dans ses cheveux décolorés par le soleil. Ajouté à ses larges épaules et à sa figure sévère, ce détail lui conférait, tandis qu'il inspectait sa prise, un aspect sauvage, très éloigné de son expression pensive, habituelle. Weiss remonta de l'entrepont et se présenta devant lui. « Monsieur, dit-il sans attendre qu'on l'interroge, je vous demande pardon, mais le lieutenant Gibbs prétend avoir trouvé quelque chose d'étrange dans la cale. »« Vraiment ? Je vais aller jeter un coup d'œil. Veuillez dire à ce monsieur, dit Laurence, en indiquant le capitaine français, que je veux sa parole, pour lui comme pour son équipage, à défaut de quoi ils devront être confinés. »
Le capitaine français ne répondit pas immédiatement. Il contemplait ces hommes avec une expression misérable. Il ne s'emporterait que mieux s'il pouvait demeurer en liberté dans l'entrepont, et toute tentative de reprendre son vaisseau semblait impossible dans les circonstances présentes. Pourtant, il hésita, rentra les épaules, puis déclara d'une voix rauque, l'air encore plus misérable, « Je me rends ». On ne le voit pas là parce que il y a la typographie, mais dans le livre, « Je me rends » est en français. La première chose, avant d'en venir au fond, c'est quel est votre rapport avec cette langue, le français? I've studied French. I studied the French language since I was 10 years old, and studied it through college and largely to read French literature. I'm just a huge fan of the language, the rhythm of it, the beauty of it, and French poetry, and Proust in particular. It's very, very hard for anybody, but I still love fighting my way through it. C'est une langue que j'aime énormément, je l'ai étudiée depuis que j'ai l'âge de 10 ans et je l'ai étudiée jusqu'à l'université, tout simplement dans le but de lire la littérature française. J'aime énormément cette langue, je trouve qu'elle est très très belle, j'adore son rythme. Principalement, je l'ai étudiée pour pouvoir lire la poésie et également Proust. C'est extrêmement difficile, mais j'adore tailler mon chemin à la serpe à travers sa littérature. Je me trompe, Naomi Novik, si je vous qualifie, c'est un compliment pour moi, d'intellectuelle new-yorkaise? Oui, je pense que oui. Mais aussi, ça n'est pas contradictoire, et on va le voir, une romancière d'action, une romancière d'aventure, même si évidemment on y trouve des romans pétillants d'intelligence. Alors justement, on l'a senti, là on est dans une scène de bravoure, une scène d'action. Vous avez bien compris, le héros, alors est-ce que c'est le héros, on verra après, parce qu'il y a aussi un dragon, et ça se partage entre eux. Lawrence, un officier de la navale britannique, l'époque napoléonienne, et il vient de participer à la prise d'un vaisseau français. Et on a bien senti que l'équipage et surtout le capitaine sont abattus, qu'ils se sont battus dans des conditions très difficiles, parce qu'ils avaient visiblement des raisons de le faire. Or, on vient de découvrir quelque chose dans la cage. Dans la cave, pardon. Pas dans la cage. Mais le lapsus est révélateur parce qu'il s'agit, on peut le révéler quand même, c'est les premières pages du roman, d'un œuf et d'un œuf de dragon. Et pas n'importe lequel, on l'apprendra peu à peu. Ça explique la résistance désespérée du capitaine français. Voilà, c'est le début du roman. Vous avez un personnage, Lawrence. Vous avez ce monde uchronique. C'est pas tout à fait le monde historique que nous connaissons, et vous avez, dès le début, un œuf de dragon. Qu'est-ce qui vous a amené, Naomi Novik, à écrire un premier roman de fantasy? C'est votre premier roman, publié en tout cas en France, mais je crois même aux États-Unis, en choisissant d'un côté l'aspect historique, le roman napoléonien, puisque c'est les périodes de la guerre entre l'Angleterre et la France, tout particulièrement, et puis d'y mélanger des dragons. I'm always asked the question, and I don't. It's hard for me to answer because for me, I'm more. My answer is why not dragons? Pourquoi pas? I believe that this period, I was inspired to write this most immediately by. Have any of you seen the movie Master and Commander? Yeah. With Russell Crowe, and it was. I love that movie and read the series. The Aubrey Maturin series by Patrick O'Brien. And it sort of reminded me of a long-standing affection that I had for this period of time. I've read many biographies of Napoleon even before I started writing the series, since which I've read many more. I've always been fascinated by his story, just sort of a very compelling story, and by this era. C'est une question à laquelle pour moi il est difficile de répondre parce que
la façon que j'aurais d'approcher les choses, finalement, ce n'est pas de me dire pourquoi j'ai mis des dragons, mais ce serait de dire plutôt pourquoi ne pas mettre des dragons. Je crois cette période m'a beaucoup inspiré, en partie en référence avec le film Master and Commander, avec Russell Crowe. J'ai absolument adoré. J'ai vu ensuite la série de Patrick O'Brien avec ces personnages-là. Et ça m'a rappelé une affection que j'avais pour cette période qui vraiment remontait de très longue date. J'avais lu beaucoup de biographies de Napoléon, même avant de commencer la série La Téméraire, évidemment j'en ai lu beaucoup plus depuis. Et j'ai toujours trouvé que son histoire était absolument fascinante, et du coup cette ère également. Pour situer là aussi pour notre public votre série, vous savez bien que dans la réalité historique, la guerre entre la France et l'Angleterre s'est passée en partie sur mer, et les Français n'étant pas capables de vaincre la navale britannique, ont joué le blocus sur le continent. Mais il y a quand même eu un certain nombre d'affrontements militaires. Comme le disait un humoriste français récemment, ces Anglais sont des gens bizarres. Il disait Trafalgar Square, Napoléon, Waterloo. Pourquoi les Anglais choisissent-ils toujours des noms de défaites pour leur principale place? Et donc, dans ce monde, en tout cas, il y a des affrontements maritimes, mais c'est pas là l'enjeu central. L'enjeu central, ce sont des escadrilles de dragons. Voilà le monde qu'a imaginé Naomi Novik. Il y a bien des bateaux, on est bien dans une sorte de 18e siècle uchronique.